petit problème de réglage de cadrage. Bonjour à toutes et à tous en Sénégal. Donc bienvenue encore une fois en direct de nos studios du Louvre pour un rendez-vous société consacré aujourd'hui aux inégalités territoriales et au décrochage scolaire. Donc il y a environ chaque année 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans diplôme. Et cette question n'est pas qu'une question éducative, c'est aussi une question qu'il faut traiter sous l'angle de la territorialité. C'est pourquoi on a 3 superbes interviews menées par main de maître, encore une fois par Karine, qui vont tenter de répondre à cette question-là. Quel lien entre les inégalités territoriales et le décrochage scolaire? Comment est-ce qu'on peut résoudre cette question aussi à travers la question de l'égalité? Donc j'en dis pas plus. Avant qu'on passe aux interviews, je vais passer la parole à Karine. Bonjour à toutes et à tous. Et bien pour commencer ce rendez-vous société, comme d'habitude, le récapitulatif en images de nos derniers articles en ligne. Laïcité. L'UNSA Éducation place au cœur de son projet éducatif et plus généralement de son projet de société le principe de laïcité. Focus sur le vade-mecum de la laïcité à l'école. Citoyenneté, solidarité. L'UNSA Éducation a immédiatement réagi suite au refus de l'Italie de laisser accoster l'Aquarius avec à son bord des centaines de réfugiés, hommes, femmes et enfants. Elle rappelle qu'elle continuera de défendre pied à pied les valeurs et les principes de notre République, tout particulièrement celles de fraternité et de solidarité. En cette journée mondiale des réfugiés, l'UNSA Éducation rappelle qu'elle revendique une société solidaire, organisée autour du respect des libertés, d'une économie solidaire au service de l'humain et respectueuse de l'environnement. Liberté. 12 juin, journée mondiale contre le travail des enfants. L'occasion pour l'UNSA Éducation de rappeler son engagement pour la défense des libertés et le respect du droit à l'éducation pour toutes et tous. Égalité. L'UNSA Éducation accueille favorablement la publication d'un guide juridique par le ministère des Sports qui s'adresse aux victimes d'incivilité, de violence ou de discrimination dans le sport, mais plus largement à tous les acteurs du sport. Égalité femmes-hommes. L'UNSA Éducation, qui fait de l'égalité femmes-hommes sa priorité, salue les dernières victoires et soutient toutes les mobilisations françaises et étrangères pour la liberté et les droits des femmes. Ces mobilisations sont le fruit d'une lutte qui nous concerne toutes et tous. Agir pour l'égalité filles-garçons. À la lumière des différentes recherches actuelles sur l'égalité femmes-hommes que l'UNSA Éducation diffuse et partage, plusieurs constats sont effectifs et doivent être pris en compte dès l'école maternelle. Retour sur ces travaux. Non à l'extrême droite. FN ou RN, le nom change mais les idées d'extrême droite restent. L'UNSA Éducation dénoncera sans relâche les mensonges et les idées de ce courant politique, quel que soit le nom qu'il porte, quelles que soient les opérations de communication destinées à renouveler les vieilles idées d'extrême droite. Développement durable. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement avait pour thème la lutte contre la pollution plastique. Parce que cela ne peut plus durer, l'UNSA Éducation est partie prenante de ce combat et le rappelle. L'éducation à l'environnement et au développement durable est une des missions de l'école. Alors on va essayer de bien se tenir parce qu'on a vu qu'on avait quand même 2 spectateurs de très très grande qualité. Frédéric Marchand, bonjour Frédéric, notre secrétaire général. Et Baptiste Arsal aussi, donc on va être très sérieux, on va faire les choses très sérieusement. Donc pour tous nos téléspectateurs, oui parce qu'on fait un peu de la télé quand même, première interview pour répondre à cette question et quel lien entre justement le décrochage scolaire et les inégalités territoriales. Il s'agit de Nina Schmidt, elle est chargée de mission à l'Observatoire des inégalités et elle va répondre à 3 questions. Déjà elle va commencer par nous expliquer qu'est-ce que l'Observatoire des inégalités, parce que tout le monde ne le sait pas. Et ensuite, elle nous expliquera quels sont les indicateurs entre les inégalités territoriales et les risques de décrochage scolaire, quels sont les indicateurs qui aggravent en fait, et les effets des inégalités sur le décrochage scolaire. Donc on écoute tout de suite Nina Schmidt. L'Observatoire des inégalités, c'est un organisme indépendant qui existe depuis 2003 et qui a pour objectif de diffuser des informations, analyses, données clés sur les inégalités et les discriminations dans toutes leurs dimensions, de revenus, dans l'accès au logement, dans l'accès à la culture, dans l'éducation, entre les femmes et les hommes, entre les personnes handicapées, entre catégories et les autres, entre catégories sociales, voilà, très largement. Alors,
on n'a pas de données à proprement parler sur le décrochage scolaire par territoire. Voilà, c'est très compliqué d'avoir des données statistiques sur les inégalités de réussite scolaire par territoire. Ça existe, mais en tout cas sur le décrochage scolaire, c'est pas le cas. Il faut se méfier de prendre la variable territoire au même titre que d'autres variables, comme l'origine sociale, le sexe, l'âge, etc. C'est pas tout à fait une variable comme les autres, le territoire. Le territoire, c'est un découpage administratif qui regroupe des populations avec des situations plus ou moins différentes. Donc, par exemple, quand on a les taux de réussite au bac par département, ce qui existe pour le coup, on a en fait le taux de réussite au bac selon la composition sociale des territoires. On n'obtient pas moins son bac parce qu'on est picard, mais parce que la Picardie regroupe des populations qui sont qui ont plus de difficultés socio-économiques, culturelles, etc. Et on sait que les difficultés socio-économiques, culturelles pèsent dans la réussite à l'école, dans l'accès au diplôme. Alors, là encore, c'est compliqué. Je reviens sur le fait que, en fait, derrière le territoire, il faut vraiment prendre les habitants du territoire, la composition sociale du territoire. Et dans ce cas-là, il faut regarder ce qui, dans la composition sociale, va avoir un effet aggravant sur la réussite à l'école. Alors, voilà, c'est la pauvreté, le diplôme des parents, le fait d'avoir des parents au chômage, le fait de vivre dans des quartiers déshérités avec de grosses difficultés socio-économiques, des quartiers mais aussi des territoires plus vastes, un département dans lequel la conjoncture socio-économique serait compliquée. Notamment, je reviens sur l'exemple de la Picardie, ou en tout cas du nord de la France, où on a des bassins d'emploi qui ont été vraiment déshérités, donc avec des générations de personnes au chômage. Donc il est compliqué pour certains élèves dans ces milieux-là, dans ces territoires-là, de se projeter, d'avoir des débouchés d'emploi, et puis du coup de se rendre compte de l'importance de l'école aussi. Hein, quand on a des générations de gens non diplômés et qui sont au chômage, etc., ça devient compliqué de se projeter et puis d'être accompagné dans l'école vers la réussite. L'école en France, elle favorise beaucoup les milieux sociaux qui accompagnent leurs enfants par la lecture de livres, par la visite de musées, par les conditions matérielles aussi, et puis par l'information, les réseaux, l'information sur l'orientation, etc. Donc c'est vrai que quand on évolue dans un milieu social qui n'a pas tous ces moyens-là, eh bien on a plus ou moins de difficultés dans le cadre scolaire. Alors il existe effectivement des dispositifs, que ce soit politique de la ville ou éducation nationale, avec l'éducation prioritaire, qui ciblent des territoires précis pour favoriser les conditions d'éducation, les conditions scolaires de certains élèves. On a un article sur le site internet de l'Observatoire des inégalités qui évoque le fait qu'il y a quand même 3/4 des élèves défavorisés qui ne bénéficient pas de ces dispositifs. Donc c'est très bien que ces dispositifs existent. Évidemment, la situation serait sans doute bien pire si ces dispositifs ciblés n'existaient pas. Mais il ne faut certainement pas oublier que ça touche une minorité des enfants défavorisés qui auraient besoin de ces dispositifs et qui sont scolarisés bien ailleurs, dans d'autres territoires, dans d'autres écoles. Merci Nina Schmitt. Je vous en prie. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Tiffaine, Fabienne, Stéphanie. Bonjour Tiffaine, Voilà. Fabienne, Stéphanie. Donc, deuxième interview. Est-il possible de définir le décrochage scolaire en quelques mots? S'inscrit-il dans un contexte plus large d'inégalité territoriale? Pierre-Yves Bernard, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes et chercheur au CREN, Centre de recherche en éducation, auteur d'un Que sais-je paru en 2017 sur le décrochage scolaire, a accepté de répondre à nos questions. Telle qu'on utilise cette expression aujourd'hui, il y a une définition assez simple, qui est une définition institutionnelle. On pourrait se dire comme cela, les jeunes sortis du système éducatif sans avoir obtenu au minimum un diplôme de fin d'études secondaires, c'est-à-dire un CAP ou un bac, ou équivalent.
Alors c'est une définition qui est intéressante, puisqu'elle permet d'abord de mesurer le phénomène, plus ou moins bien, mais enfin voilà, il y a quelques indicateurs qui permettent d'en déterminer l'ampleur. Justement, puisqu'il y a la mesure, permet de voir les évolutions, permet de faire des comparaisons selon les territoires. Toutefois, c'est une définition qui est peu satisfaisante parce qu'elle finalement considère le phénomène par son achèvement. Or, le décrochage scolaire, c'est quelque chose qui intervient en amont de cette rupture. On ne sort pas par hasard, évidemment, du système éducatif sans avoir obtenu un CAP ou un bac. C'est le résultat d'un processus plus ou moins long, plus ou moins inscrit dans la scolarité antérieure, mais en tout cas un processus toujours qui engage un certain nombre de facteurs, d'expériences, etc., etc. Donc on a tendance aussi à définir, ce qui est un peu complémentaire de la première définition, le décrochage scolaire comme étant un processus de rupture ou d'éloignement vis-à-vis de la forme scolaire ou des exigences de la scolarité telles qu'elles existent aujourd'hui dans le contexte de l'école française d'aujourd'hui. Alors oui, on mesure le décrochage scolaire, comme je vous le disais précédemment, à partir des sorties sans diplôme du système éducatif. Et cette mesure-là, on l'obtient essentiellement en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, à travers une enquête qu'on appelle l'enquête emploi, Labour Force Survey en anglais, dans la version européenne. Et c'est une enquête avec un très gros échantillon, 100 000 Français, tous âges confondus. Et à partir de cet échantillon, on peut trouver ceux qui sont sortis précocement du système éducatif. Donc l'échantillon n'est pas assez précis pour faire des statistiques territoriales. Donc il faut aller chercher d'autres mesures. C'est ce qu'ont fait mes collègues de l'université de Caen, Gérard Boudesseul et Patrice Carreau, qui eux donc ont pris comme indicateur les données de recensement, puisque là les données de recensement sont exhaustives, et donc on peut avoir une idée de la part 16-24 ans, c'est leur ce qu'ils prennent comme données, qui sont non scolarisés sans diplôme. Donc ça donne une idée des jeunes qui sont sortis en décrochage scolaire, avec des territoires d'outre-mer, français d'outre-mer. Alors là, vous avez des taux de décrochage très très élevés. Je crois que le record c'est Mayotte, mais la Guyane c'est aussi très 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 important. Alors sur le territoire métropolitain, il y a jamais des chiffres aussi élevés, mais il y a des écarts considérables entre l'ancienne région Picardie, enfin l'Académie d'Amiens d'un côté, et puis les académies comme celle que j'habite, l'Académie de Nantes ou l'Académie de Rennes, où là les taux sont nettement plus faibles. En valeur absolue, la majorité des jeunes en situation de décrochage viennent de milieux urbains. Par contre, si on raisonne en termes de proportion par rapport à la population des jeunes qui sont à l'école, c'est en milieu rural que la proportion est la plus forte, en moyenne. Donc là, je me réfère toujours aux travaux de Boudesseul et Carreau. Donc là, en risque, si vous voulez, en risque de décrochage, le risque est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Alors évidemment, comme la majorité de la population française est urbaine, ça se voit moins. La distinction rural-urbain, elle est intéressante, mais en même temps, elle cache de très grosses disparités. C'est-à-dire qu'il y a milieu rural et milieu urbain et urbain. Donc là aussi, c'est les travaux de Boudesseul et Carreau qui ont permis de montrer que certaines zones urbaines, de vieille industrie déclinante, avec une grande difficulté de reconversion, défavorisées socialement et économiquement, et on voit bien qu'il y a un lien de toute façon entre les inégalités sociales que subissent ces territoires et le fait que les jeunes qui en sont issus connaissent des difficultés d'apprentissage, des difficultés sociales, des difficultés familiales, etc., qui sont toutes liées au risque de décrochage scolaire. Mais en moyenne, je dirais, le milieu urbain en France, c'est plutôt un milieu plus favorisé que celui que je viens de décrire. C'est plutôt les grandes métropoles, habitées plutôt par des classes moyennes, etc. Plutôt des zones où les enfants, les jeunes, réussissent scolairement plus que la moyenne. Alors, en milieu rural, c'est un peu la même chose. Il y a une hétérogénéité aussi, ce qu'ont montré les travaux de mes collègues. Il y a des zones rurales plus touchées que d'autres. Par exemple, en Languedoc-Roussillon, dans les Ardennes,
Patrice Carreau parlait de la diagonale du vide, là, qui va des Ardennes jusqu'à la Dordogne, en gros, qui traverse la France, qui est une zone défavorisée aussi parce que les centres urbains sont loin. Donc voilà, ces zones rurales-là sont davantage touchées par des phénomènes de décrochage scolaire, de la même manière qu'elles sont plus touchées par le chômage, qu'elles sont plus touchées par le risque de pauvreté, etc. Il y a un lien assez important entre les caractéristiques socio-économiques d'un territoire et le risque de décrochage scolaire. Ce qui est intéressant, c'est de souligner effectivement le problème du rural, encore une fois l'importance du contexte socio-économique, mais aussi l'importance de l'offre de formation, de l'accès à cette offre de formation, la question des transports, etc. Enfin, le décrochage scolaire est un peu un révélateur, en fait, de problèmes, là, en l'occurrence, d'aménagement du territoire ou d'inégalité socio-économique de territoire. Alors il y a un autre point très récent de recherche des collègues Patrice Carreau et Gérard Boutseul. Donc ils ont comparé rural et urbain. Et surtout, ils ont comparé les statistiques administratives de l'éducation nationale et les statistiques du recensement. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on compare les deux, les statistiques administratives, elles donnent une idée sur le point de départ, si vous voulez, sur les jeunes qui sortent du système éducatif, tandis que les statistiques du recensement, c'est l'état des lieux, si je puis dire, au bout d'un certain nombre d'années. Et donc, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait plus de décrocheurs en milieu rural, enfin plus de jeunes qui sortaient en décrochage en milieu rural que ce qui était constaté dans les recensements après. Et donc, par contre, dans les agglomérations, il y en a un peu plus que dans les statistiques administratives. Ce qui veut dire que les jeunes qui sont en situation de décrochage des milieux ruraux ont tendance à se déplacer vers les métropoles. Et donc, ça pose la question, en fait, une question politique importante. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, on est dans un système plutôt d'action publique qui est très centré en France sur la compensation, sur la remédiation, c'est-à-dire agir auprès des jeunes qui ont décroché. Et donc, le plus pertinent, c'est d'agir dans les grandes villes, puisque c'est là où il y a si je puis dire, les effectifs les plus importants de jeunes en situation de décrochage. Mais si on veut raisonner plutôt en termes de prévention, il faut aussi mettre le paquet sur les territoires ruraux, de façon à améliorer leur carte de formation, l'accès aux formations, enfin tout ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, je dirais même nécessairement, parce qu'il y a une dimension importante du problème qui est son hétérogénéité en fait, c'est-à-dire le fait qu'on parle du décrochage scolaire en général, c'est ce qu'on a fait là précédemment, et certainement c'est très discutable, enfin c'est très contestable. Pourquoi ? Parce que en fait, ça renvoie à des problématiques assez diverses. Il y a certainement aussi quelque chose autour de traditions éducatives liées à certains territoires et pas à d'autres. Nous, on avait un peu travaillé là-dessus, par exemple sur le fait que sur certains territoires, on considère que finalement, quand on quitte l'école, c'est parce qu'on n'est pas fait pour l'école et donc il faut aller chercher du travail ailleurs, alors que dans d'autres, il y a une plus grande attention à trouver une solution de formation, etc. Bref, donc ce sont des problématiques assez diverses, pas si homogène que cela. Deux exemples polaires. Dans certains cas, ça peut être simplement lié au fait qu'il y a, par exemple, je parlais du Sud-Est, là, des emplois saisonniers pour les jeunes, etc., etc., en assez grand nombre, qui peuvent inciter notamment des jeunes qui sont en formation professionnelle, par exemple dans la restauration, à arrêter leur formation avant le diplôme, ce qui est un des gros problèmes de ces formations-là. Donc ça, c'est plutôt le problème du marché du travail et des relations entre le marché du travail et l'offre de formation, alors que dans d'autres régions, c'est peut-être plus lié à ce qu'on appelle l'échec scolaire, c'est-à-dire les grandes difficultés d'apprentissage. Et donc, il faut des solutions adaptées à chaque contexte. Chaque contexte est différent. Et cette adaptation-là, elle implique nécessairement du local. Il est plus ou moins structuré institutionnellement. Ça peut être les communes, bien sûr, mais ça peut être aussi l'inscription locale de l'éducation nationale. Après tout, ça c'est peut-être un des mérites de la politique de lutte contre le décrochage scolaire, c'est d'avoir institué ce qu'on appelle les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, qui sont organisées sur une base territoriale, qui permettent justement aux acteurs locaux de se rencontrer. Donc, ça peut être
d'éducation nationale avec justement les gens des villes, du département, de la région, les missions locales, etc., etc. Enfin, la PJJ, enfin, que sais-je encore. Enfin, voilà, donc ça permet d'articuler un certain nombre de choses. Donc ça c'est assez intéressant. Mais ça peut être, alors je viens de parler des missions locales, qui elles travaillent depuis fort longtemps sur la question des jeunes en difficulté. Voilà, donc il y a forcément des choses à faire sur le plan territorial, quoi. On peut pas imaginer une politique nationale où on dirait bah, là il faut faire telle et telle chose et ça s'applique de cette manière-là partout. Merci beaucoup. Bonjour, un petit coucou à Martine et à Céline qui nous ont rejoints. Alors maintenant, nous allons écouter l'interview de Béatrice Laurent, qui est professeure des écoles, maître formateur option arts plastiques à l'ESP de Besançon. Béatrice est également conseillère nationale et formatrice à l'UNSWA Éducation. Elle nous en dit un peu plus sur la mise en place d'une nouvelle formation sur le décrochage scolaire. Nous avons mis en place cette formation au printemps avec une réflexion durant plusieurs mois à la demande de certains de nos syndicats qui ont des professions qui se sentent isolées sur le terrain, qui ont l'habitude de travailler seuls, et qui auraient aimé pouvoir échanger avec d'autres. C'est le cas des assistantes sociales, des infirmières, et puis du nouveau corps des psychologues de l'éducation nationale. Ce à quoi nous avons ajouté d'autres professions qui étaient concernées par le sujet du décrochage scolaire, comme les TPE, et puis aussi certains enseignants qui, dans le second degré notamment, ou même aussi, ça existe aussi déjà dans le premier degré sur les enseignants spécialisés, mais dans le second degré, ces enseignants qui sont référents décrochage dans les collèges, dans les lycées. Donc notre idée, c'était de pouvoir rassembler tous ces corps de métier autour de la thématique du décrochage scolaire. Et pourquoi on a fait ça aussi? Parce que à la Fédération UNSWA Éducation, on porte très fort le fait qu'il faut qu'on soit formé pour agir ensemble et que c'est comme ça qu'on réussira à s'engager toutes les professions autour des élèves pour lutter contre les différentes problématiques qui touchent l'éducation, et le décrochage scolaire en est une, bien évidemment. Donc notre idée, c'était vraiment de leur proposer une journée interactive où on leur a donné beaucoup la parole. Ils ont pu s'exprimer sur leur représentation du décrochage scolaire, ce qu'ils en connaissaient à travers leur vécu professionnel, chacun dans leur profession et en croisant leur message. Et puis ensuite, nous avons pu les faire travailler et dire des mots autour des freins qu'ils voyaient pour lutter contre le décrochage scolaire, mais aussi les leviers qu'on pouvait actionner pour que la lutte soit efficace. Et puis aussi, les laisser beaucoup parler sur les différentes situations qu'ils rencontraient. Donc ce stage, nous l'avons mis en place pour faire un test dans la région Île-de-France, avec une problématique bien particulière sur certains départements de cette grande région qui est particulièrement touchée par cette problématique. Donc aujourd'hui, notre stage fonctionne, on le sait, parce qu'on a reçu 30 personnes qui ont passé une journée entière à réfléchir et à travailler entre réflexion et apport de notre part. Et donc, nous essayons de le généraliser au territoire et de lancer comme un kit de formation que chacun de nos responsables régionaux vont pouvoir s'en emparer et mener cette journée dans toutes les régions de France et des territoires d'outre-mer qui seraient intéressés par cette problématique. Donc, la fédération au niveau national a conçu ce déroulé avec le secteur éducation, mais aussi avec le chargé de mission sur les formations. Maintenant, le déroulé existe, et puis à chacun dans les territoires de pouvoir faire se rencontrer ces métiers, sachant que les retours étaient extrêmement positifs et que effectivement, ce qu'on avait pressenti sur la solitude dans l'action, une journée comme ça regonfle, ça rebouche, ça se dit qu'on n'est pas seul à avoir les mêmes valeurs, on n'est pas seul
à avoir les mêmes sujets d'interrogation éducatifs et ça redonne de l'énergie pour aller travailler sur le terrain. Merci beaucoup Béatrice et à bientôt. Merci. Bon, dernier petit point sur une question d'actualité. Si vous avez des élèves qui sont au collège ou même au lycée, si vous avez, ou alors dans votre cercle familial intime aussi des enfants scolarisés, vous avez dû entendre parler depuis peut-être hier ou 2 jours de la mort d'un chanteur qui s'appelle XXXTentacion. Et là, qui fait écho à notre dernier rendez-vous société qui traitait des fake news et qui est précisément tout l'imbriquement. Et on voit vraiment, donc pour rappel, il est dit sur les réseaux sociaux que ce chanteur, les autorités locales ont vraiment dit que ce chanteur était mort, mais sur les réseaux sociaux, on entend partout que non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que la mèche blonde n'est pas aussi blonde que le jour où il a été interviewé, que dans une chanson, il disait qu'il allait mettre en scène sa mort. Enfin, tout un tas de petites choses sur les images, sur les discours qui sont mis en relation. Et donc moi, je vous conseille de regarder un peu notre rendez-vous société sur les fake news, qui vous permettra d'avoir autant d'outils, autant de réponses pour pouvoir apporter et dire aux enfants donc ça c'est une rumeur et elle se construit comme ça. Voilà. Alors, je vous rappelle donc que vous pouvez regarder, donc j'en profite, je rebondis sur ce que tu as dit, vous pouvez nous revoir sur la chaîne YouTube UNSA Éducation. Donc, vous pouvez nous voir, nous revoir, donc l'émission donc sur les fake news, également les interviews avec les intervenants. Ce rendez-vous société sera dès ce soir en ligne, donc vous pourrez le partager, aussi bien sur Facebook que sur YouTube en tout cas. Voilà, Martine, bien. Ou alors qu'est-ce qu'on dit? Donc bonne fête de la musique et allez les bleus, allez les bleus. Au revoir. Au revoir. À bientôt et donc rendez-vous 5 juillet 19h30, une émission très spéciale avec bien maquillée, petite surprise. Oui, bien. Alors voyons, hop, on est bon. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, au revoir. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.